Bonjour, Bonjour, bonjour Vladimir, ça va? oui, et toi? Ça va très bien. Ben écoute, on est vraiment ravis que tu sois présent aujourd'hui. Donc là, je vais commencer déjà par présenter un peu ce live, aussi pourquoi aussi on t'a invité. Et ensuite, bien entendu, tu te présenteras, tu nous raconteras ton parcours parce que tu as pas mal de choses à nous raconter. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Soraya, je suis la fondatrice de Kimpact. C'est un organisme de formation dédié à la recherche d'emploi et aux autres entretiens d'embauche. Et donc, c'est l'organisme qui te permettra d'obtenir toutes les clés pour réussir tes entretiens. Donc, l'audit financier au sein des Big Four, donc les Big Four, c'est EY, PwC, Deloitte et KPMG. Donc, c'est un domaine qui est prisé par de nombreux candidats. Et on sait qu'au total, au sein des Big Four, il y a plus d'1 million de collaborateurs à travers le monde. Donc, c'est quand même assez énorme. Et d'après des enquêtes récentes, c'est des enquêtes d'insertion, il y a 7,8% des diplômés d'écoles de commerce qui se sont dirigés vers l'audit financier fin 2017. Et on a en moyenne 43% des collaborateurs au sein des Big Four qui sont des jeunes diplômés, dont toi, Vladimir, et tu te présenteras d'ailleurs par la suite. Et voilà, donc on voit bien que chaque année, en fait, ça attire beaucoup de monde. D'ailleurs, moi-même aussi, j'avais commencé ma carrière en audit financier. Mais on le sait que la concurrence, elle est sévère au sein de ces Big Four et beaucoup de candidats sont refusés après avoir envoyé leur candidature, après avoir passé leurs entretiens. Donc on sait que c'est un domaine aussi qui est assez compétitif. Donc voilà, c'est le thème de ce live, c'est comment réussir ces entretiens d'embauche au sein d'un Big Four. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on accueille Vladimir Nazarov, qui a pu rejoindre le leader de l'audit, qui est EY, en alternance, en audit financier. Donc merci beaucoup Vladimir d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis que tu sois présent aujourd'hui. Donc c'est un Merci. live, je t'en prie, et c'est Ouais. un live qui va durer 1h15. Tu vas voir, on a beaucoup de questions à te poser et qui va se dérouler en 3 parties. La première partie, donc déjà, tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous expliquer pourquoi tu as souhaité faire une alternance en audit financier. Et deuxièmement, tu vas nous expliquer comment tu as préparé ton CV et ta lettre de motivation pour rejoindre ce leader en audit. Et en troisième partie, tu vas nous parler de ta recherche d'emploi en audit financier. Et en quatrième partie, tu vas nous parler de ta préparation des entretiens au moment où on t'a appelé justement pour passer tes entretiens. Et enfin, tu vas nous raconter ton entretien d'embauche au sein de ce cabinet d'audit. Voilà, donc ça te va comme planning, Vladimir? Oui, ça me convient parfaitement. Bonjour à tous. Ravi d'être Parfait. là. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis étudiant en Master 2 à l'EDEC Business School, que j'ai intégré suite à mes 3 années de prépa. J'ai fait une prépa scientifique en filière des PC à l'époque. Donc, avant ça, j'ai fait un bac S classique. Donc, maintenant, je suis étudiant en grande école à l'EDEC. J'ai fait mon parcours en alternance. Donc, j'ai débuté mon alternance chez Ernst Young EY en janvier dernier. Donc, maintenant, ça fait 11 mois, presque 12 mois entiers que je suis dans le cabinet. Et je suis donc alternant auditeur financier junior au sein du cabinet. Ok, Voilà. c'est top. Et justement, là, on va venir un peu plus dans les détails. Donc déjà, c'est vraiment une superbe expérience. Donc vraiment, félicitations d'avoir rejoint ce cabinet Merci. d'audit. Et donc en fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer justement par en savoir un peu plus. Là, on va commencer. En fait, ce qui m'intéresse, en tout cas pour cette première partie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu as voulu travailler en audit financier. En fait, qu'est-ce qui t'a intéressé, c'est-à-dire au début de ta candidature, enfin, au début quand tu cherchais une alternance, est-ce que tu savais déjà que tu voulais travailler en audit financier? Pourquoi tu as souhaité choisir, enfin, travailler dans ce domaine?
D'accord. Juste avant qu'on commence à développer les sujets, j'aimerais, pour des raisons de compliance, préciser que tout ce qui je vais raconter aujourd'hui, ça n'engage que moi et c'est pas du tout la position du cabinet dans lequel je travaille. Et voilà, donc je vais raconter mon expérience et Bien sûr. comment j'ai ressenti tout ça. Donc ça, en guise des disclaimers. Et pour répondre à ta question, j'ai souhaité travailler en audit financier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai recherché une première expérience professionnelle dans le domaine financier. Oui, Je voulais intégrer un endroit avec une forte courbe d'apprentissage et notamment apprendre et maîtriser les bases de comptabilité. C'est que la première expérience en audit le permet amplement. Et j'ai cherché également une expérience que je pourrais toujours valoriser sur mon CV. Et ces trois choses, l'audit les remplit parfaitement. Voilà. d'accord. Et en fait, tu savais que c'était un métier qui te correspondait. C'était quoi c'était vraiment le seul métier que tu avais ciblé quand tu cherchais ton alternance? Alors oui, ce fut le seul métier que j'ai ciblé. Et comment j'ai su que ces métiers peuvent me correspondre? C'est tout simplement parce que j'ai pu échanger avec des gens qui travaillent dans les cabinets d'audit D'accord. et j'ai également écouté certains webinaires qui en parlaient à l'époque. Donc ça m'a permis de me faire un avis sur ce qu'est le cabinet, ce qu'est l'audit externe et si ça me convient ou pas. D'accord, ok. Et c'était quoi qui t'avait plu en audit? Alors, ce qui m'a plu, c'est que, comme j'ai dit, on en apprend beaucoup. Ça nous permet d'être très exposés et découvrir des secteurs variés auprès des différentes entreprises. Ça nous permet aussi de travailler avec des différentes équipes au sein du cabinet. Donc, parfois, on peut être amené à travailler avec des équipes des autres départements. On travaille aussi beaucoup avec des personnes euh, de différentes grades, donc Mhm. des profils plus seniors. Et donc ça permet de développer les soft skills et toutes ces choses-là m'attiraient. Aussi le fait que c'était une grande entreprise, donc je savais que je voulais travailler dans une grande entreprise. Voilà. D'accord, bah justement, ça c'est intéressant ce point-là, parce que tu as dû le remarquer, souvent les gens, les candidats, quand ils veulent aller en audit financier, ils pensent à rejoindre un Big Four, automatiquement. Est-ce que toi, c'était ton cas? Tu savais que tu voulais rejoindre qu'un Big Four, ou bien tu te disais, oui, pourquoi pas faire de l'audit interne, ou bien dans une grande entreprise, ou faire de l'audit financier dans un petit cabinet d'audit? Alors, je savais déjà que je voulais rejoindre un cabinet d'audit externe pour plusieurs raisons. Étant donné que j'ai déjà eu une première expérience dans un search fund, dans un petit search fund qui s'appelle SDG Transmission, que j'ai pu réaliser. Donc là, je savais que pour mon alternance, il me fallait une expérience dans une grande entreprise qui permet de faire toutes ces choses que je viens de citer. Également, Hem, la possibilité de travailler sur les sujets différents, c'est-à-dire de l'audit légal ou contractuel. On va revenir sur ce qui est sur la distinguation de ces 2 choses-là. Et également le fait qu'on voit une partie de l'audit interne lors de nos interventions intérimaires auprès des différents clients. Donc et il n'y avait pas une entreprise en particulier qui m'intéressait et dans laquelle je me voyais dans le cadre de mon alternance. T'avais ciblé aussi, est-ce que tu avais candidaté dans des plus petits cabinets d'audit? Non, j'ai candidaté uniquement chez EY. D'accord. Ah, uniquement. Ok, d'accord. Et pourquoi tu t'es pas dit, oui, je vais essayer d'avoir une expérience en alternance en audit interne, par exemple? Euh, Bah, pour l'audit interne, simplement parce que je me voyais pas rester dans la même boîte aussi longtemps et faire un peu les mêmes tâches, tu vois, pendant mes 2 années d'études d'alternance. Certes, on peut dire que j'ai fait toujours les mêmes tâches dans le cadre de mon alternance en audit externe, mais là, c'est quand même les contextes qui changent. On intervient auprès des différents clients, on découvre aussi des secteurs divers et variés. Donc, ça me laissait
un peu le temps et de faire mon avis sur, par exemple, un secteur qui m'intéresserait un peu plus qu'un autre. Et comme j'ai déjà D'accord. dit, l'audit interne aussi, on voit une partie lors de nos interventions d'intérim. Donc, pour moi, l'audit externe, il avait beaucoup plus d'atouts. Mais Oui, oui, ceci dit, il y a des gens qui se trouvent en audit interne et beaucoup de ex-auditeurs externes rejoignent des entreprises en audit interne. Donc, oui. Ah oui, oui, c'est bien sûr. tout aussi honorable comme métier. Oui, c'est juste que, bah, on en viendra à tes candidatures, mais c'est juste que toi, en fait, t'as dû, enfin, on en viendra vraiment en détail, c'est que tu as candidaté, tu as été pris chez EY et t'as pas eu encore cette opportunité, en tout cas, de candidater dans un plus, enfin, de passer un entretien dans un plus petit cabinet d'audit, peut-être. Non, comme j'ai dit, j'ai postulé uniquement chez EY Ouais, et pour une ouais. raison, c'est simple, j'avais postulé en premier dans ce cabinet-là. Je Mhm. suis rentré en process et j'ai reçu une offre. Donc, je suis pas allé chercher ailleurs et j'ai Ben oui. accepté. Ok. Donc, j'ai Ben, accepté. Voilà. ben justement, là, on va en venir un peu plus en détail et en fait, on va en venir à la phase où, alors c'est avant, donc quand tu as commencé à préparer ton CV et ta lettre de motivation, donc voilà, tu cherchais une alternance, tu as dit je vais chercher une alternance en audit financier, et donc c'était le moment où il fallait préparer sa candidature. Donc comment tu as préparé ton CV pour le poste d'auditeur financier? Est-ce que tu as eu de l'aide? Tu t'y es pris tout seul? Comment tu as fait? Et alors, au sein de mon école, on a de la chance à avoir un career center qui nous aide euh, quand on arrive en école de construire un peu notre CV. Il nous donne des templates et j'ai commencé à rédiger mon CV de manière très classique, c'est-à-dire en trois grandes parties qui sont l'éducation, les expériences professionnelles et associatives ou des bénévolats qu'on a eu et ensuite les infos telles que les langues qu'on parle, les compétences qu'on a et les intérêts divers qu'on possède, et également si on est lauréat ou pas des bourses des mérites. Donc là, vous pouvez voir le CV qui est, que j'avais, que je, que j'ai envoyé chez EY quand j'ai postulé. Bon, l'entête était pas le bon, parce que je suis désolé, je pense que j'ai fourni le mauvais, mais l'entête c'était étudiant en recherche d'alternance euh, pour une durée de 24 mois à partir de 1er janvier 2021. 2020, pardon. Donc, mais D'accord, les CV étaient exactement pareils. Donc, on voit que je mentionne par exemple la formation, c'est l'éducation. À partir du bac, enfin à partir du bac, oui, jusqu'à actuel, et on commence toujours par, bien sûr, par notre formation la plus récente. Donc, c'est pour ça l'école, elle vient en premier. Après, on a ma prépa, et après, on a mon lycée où j'ai passé mon bac. Ensuite, nous avons la partie expérience. Bon, là, je l'ai fait en deux grandes parties. Il y en a certains qui séparent les expériences professionnelles et les expériences de bénévolat. Étant donné que je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle, j'ai fait en deux parties. Donc, on voit mon expérience en Search Fund que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on met des tâches ce qu'on faisait et ce qu'on a appris. Après, j'ai mon expérience associative au sein de mon école, qui fut une association de bénévolat et de solidarité internationale qui œuvrait pour les enfants en Ukraine. Ensuite, c'est deux autres expériences que j'ai pu réaliser de manière bénévole également dans ma vie. Et à gauche de mon CV, donc on voit la partie langue, c'est les langues qu'on parle. Il est important de mentionner le niveau pour que le recruteur a une idée de notre maîtrise. Donc pour l'anglais, enfin pour les langues vivantes, on utilise souvent la gradation A1, A2, bien B2, etc. Donc si on possède les diplômes, les certifications de langues comme TOEIC ou TOEFL ou IELTS par exemple, on peut le mentionner ici. Après, dans la graphe compétences,
on voit bien que j'ai mis bon sens de l'écoute. Il faut en gros de faire comprendre aux recruteurs qu'on possède certaines qualités et qu'on est prêt à écouter, à apprendre, étant donné qu'on postule pour un poste des juniors, on postule pas pour un profil déjà senior, expérimenté. Et donc voilà, et c'est important de mentionner qu'on voudra bien écouter et mettre notre volonté à disposition au, au bénéfice de toute l'équipe et du cabinet. Ensuite, il y a quelques expériences informatiques euh, que j'ai pu développer grâce à ma prépa scientifique, grâce à mes années en prépa scientifique. Puis les intérêts, bon, les intérêts, ça change en fonction de chacun. Donc on peut mettre du sport, ses loisirs, ses appétences pour l'art ou la lecture, etc. Et puis en dernier, on voit que j'ai mis mes bourses académiques que j'ai reçues. C'est des bourses de mérite. Le premier, il s'agit d'une fondation Georges Bess quand j'étais en prépa. Et la deuxième, c'est un bourse de mérite de l'EDEC sur les critères bien sûr sociaux et les notes. Ça compte pour l'avoir. Donc voilà, ce D'accord. qui concerne Ok. mon CV. Euh, je conseille de pas mettre trop d'images. Bon, là, c'est le CV que j'ai envoyé. Après, je sais pas si tu l'as. Je t'avais envoyé le CV actuel que Oui, j'ai. Je pense oui. que tu peux le projeter. Alors, Euh, juste avant, oui. avant de projeter le CV, on va rester sur celui-là. Ah, ok, très bien, Et très bien. après, on va passer parce que c'est celui-ci que tu avais envoyé Oui, à c'est EY. celui-là que j'ai envoyé, mais bon, je Et préfère plus recommander l'autre version, mais on la bien verra sûr, bien sûr après. bien sûr, on va le voir après. Mais justement, est-ce que tu penses que quand tu as créé ton CV, tu as fait apparaître quelques mots-clés en particulier sur ton CV pour Euh, justement susciter l'intérêt des recruteurs en audit? Bon, bah, comme j'ai dit, je pense pas que j'ai fait des mots-clés en particulier, mais il faut clairement mettre en tête du CV. Bon, là, on voit étudiant en recherche de stage, mais il faut clairement mettre en tête du CV le but euh, de notre candidature. Par exemple, étudiant en recherche de stage, en recherche d'alternance ou jeune diplômé en recherche d'un CDI, et il faut mentionner, enfin, préciser quand est-ce qu'on est disponible pour débuter. Donc, c'est très D'accord. important de clairement annoncer la couleur au début du CV. D'accord. Et alors, selon toi maintenant, après on va passer au CV que tu nous recommandes parce que tu as été Oui. très cool. Tu nous as envoyé les deux CV, donc c'est vraiment top. Et selon toi, qu'est-ce qui a attiré l'attention des recruteurs sur ton CV? Je pense c'est mon profil atypique avec un caractère international. Donc je parle quand même pas mal de langues et également faut pas négliger, c'est aussi le nom de mon école. Donc D'accord. Tu penses que ça a beaucoup joué le nom de l'école? non, mais c'est toujours en plus, bien sûr. C'est D'accord. toujours en plus, Et, je mis à pense. part ton école, c'est quels autres points selon toi? Comme je dis, mon caractère À part, international, je pense, un oui, caractère international. Après, je sais pas qui a lu mon CV, donc si la personne peut-être il partage les mêmes intérêts que que vous, ça peut toujours servir. Si la personne qui lit le CV, il a le même centre d'intérêt, ça peut jouer. Mais c'est vrai que d'accord. il faut il faut avoir des expériences qui montrent qu'on souhaite travailler en finance Hmm. ou soit quelque chose qui nous démarque comme caractère international du profil ou une très bonne Hmm. formation. Oui. Et toi, oui, effectivement, là, on voit que tu es quadrilingue aussi, donc ça a beaucoup joué. Oui, Donc oui, donc c'est peut-être ça qui a attiré l'attention des recruteurs aussi. Surtout pour un cabinet anglo-saxon aussi. Donc, oui, je pense. alors, là, c'est le CV que que tu recommandes en tout cas aux personnes qui candidatent en audit. Pourquoi? Oui, pas uniquement en audit, je dirais en finance en général. Je conseillerais de privilégier un format plutôt classique, en noir et blanc, parce que c'est un CV qui est sobre, euh, qui fait figurer toutes les infos nécessaires pour le recruteur. Mhm. Pour que le recruteur n'ait pas à dissiper son intention pour essayer d'extraire le point intéressant sur notre CV. Donc là, clairement, on a tout en noir et blanc. Je pense que c'est très bien.
ces CV-là. En tout D'accord. cas, c'est les CV que j'utiliserai si je serais amené à postuler, à candidater une fois diplômé. D'accord, parce que tu as changé, par exemple, le contenu peut-être du CV aussi? Non, on voit juste que, par exemple, il y a la partie EY qui s'est ajoutée à une expérience professionnelle. Donc, à fur et à mesure de notre évolution, euh, il faudra faire le tri entre ce qu'on garde sur le CV et ce qu'on garde pas. Donc, on voit que la partie bénévolat, donc là, le CV, il est devenu en trois parties. La partie bénévolat, c'est devenu toute une petite partie. Je développe plus autant que j'ai développé. Par exemple, mon expérience associative au sein de Humaniste, c'était beaucoup développé sur mon premier CV. Euh, OK. Ici, je les développe plus du tout parce que j'estime que les expériences professionnelles, il intéresserait plus le recruteur. Et si jamais il est intéressé par ce que j'ai fait euh, dans le cadre associatif, il pourra toujours me le demander et on pourra en discuter lors de l'entretien. D'accord. Mais du coup, là, par exemple, tu avais refait ton CV, mais c'est parce que tu as une expérience en alternance. Mais pour les personnes qui n'en ont pas forcément et qui cherchent une alternance, tu recommandes quand même de développer la partie bénévolat, non? Oui, bah comme dans mon premier CV qu'on a projeté, si tu veux, tu peux revenir dessus. Bah, mes expériences, Ah, c'était plutôt du bénévolat. Donc on voit mon expérience en tant qu'analyste en search fund chez SDG Transmission. Et après on voit bien mes trois expériences associatives. Donc je pense qu'on postule pour un poste euh, financier, il est important d'appuyer, enfin de mentionner sur notre CV quelques chiffres pour montrer qu'on a une appétence envers les chiffres et qu'on sait les utiliser. Donc voilà, on voit bien que en fait, je développe beaucoup mon expérience professionnelle, bien sûr. d'accord. Et tu as enlevé la photo aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais pas d'expérience professionnelle, donc il faut bien parler enfin montrer qu'on était amené, même dans le cadre associatif, de travailler sur des projets avec des différentes personnes Oui, ouais, et développer. pour la photo, hein. Moi, je Comment? parlais de la Ah, photo que pardon, la tu as photo. enlevée. Oui, Pardon. Ah, la photo, bah parce que bon, ça dépend des pays aussi pour la photo, mais c'est vrai que je pense que c'est pas très utile la photo. d'accord. Je pense Ok, pas que c'est très intéressant pour le recruteur de savoir à quoi on ressemble. S'il est intéressé d'accord. par notre candidature et il a envie de nous voir, il nous invitera à l'entretien. Alors maintenant, tu m'avais dit, je me rappelle quand on a échangé par téléphone, tu m'avais dit Oui. que tu n'avais pas envoyé de lettre de motivation. Donc, tu n'en avais pas fait du tout, c'est ça? Non, il me semble que comme en fait j'avais postulé en candidature spontanée, je n'ai pas envoyé de lettre de motivation. Mais ce qui est sûr, c'est quand la lettre de motivation elle est bien rédigée, elle ne serait qu'un atout à la candidature. Mais moi, Oui, je n'avais pas envoyé de lettre de motivation, en effet. d'accord. Alors maintenant, pour conclure cette partie, quel conseil tu donnerais, parce qu'il y a beaucoup de candidats, mais qui n'ont pas forcément fait de grandes écoles et qui Oui, bien sûr. rêveraient de rejoindre un Big Four, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil justement pour améliorer leur CV? Euh, je pense, bah, si on peut s'attarder sur la lettre de motivation, pour l'instant, il faut Ok, la réfléchir lettre à de la question. motivation. Il faut réfléchir à la question suivante, c'est comment je me différencier avec ce que j'ai, avec mes atouts, des autres candidats. Et pour la lettre de motivation, je pense le schéma classique, c'est expliquer pourquoi moi, donc montrer ses atouts, ce qui nous différencie, et ensuite pourquoi l'établissement dans lequel on postule. C'est-à-dire, faut démontrer sa motivation et son intérêt pour l'entreprise et l'appuyer avec des données. On peut également utiliser la lettre de motivation comme un support pour développer une expérience de laquelle on ne parle pas dans le CV. Et pour le CV, je dirais il faut qu'il soit comme on travaille enfin comme on postule dans le domaine financier et pas par exemple
un stage en communication. Je pense que le CV, il doit être clair, synthétique, euh, et ne pas trop attirer de l'attention. Par exemple, ne pas utiliser des couleurs vives, plutôt rester sur des choses classiques en noir et blanc. Voilà, D'accord. c'est ça moi c'est. Et clairement synthétique, c'est-à-dire en trois parties. L'éducation, les expériences professionnelles et expériences associatives ou des bénévolats. Et puis mentionner aussi bah, les Mmh. petites choses qui nous différencient. Alors, juste peut-être dernier point, mais tu penses pas que ton expérience, si on reprend ton CV d'avant, parce que Oui, tu avais une expérience en tant qu'analyste en capital investissement, oui. tu penses pas que c'était une expérience aussi qui a été intéressante Si, pour les si, recruteurs? je pense, mais comme on peut voir, c'est une expérience très brève. Mais je pense, bien sûr, c'est toujours en plus. Montrer Mmh, qu'on a déjà touché du doigt les domaines financiers, c'est toujours intéressant. Ça peut être d'accord, des expériences variées en banque ou tout simplement dans les services financiers. Mais ça peut d'accord, être très OK. bref. Si on voit, là, j'ai fait un mois, donc c'était vraiment très bref. Je pense que les gens ils peuvent C'est rapide. utiliser les stages d'été ou des choses comme ça pour euh, pour acquérir ce genre de d'expérience professionnelle. OK. Alors top, c'est très clair en tout cas pour la partie, CV, lettre de motivation. Maintenant, on va passer, à la partie recherche d'emploi. Donc, j'aimerais que tu te projettes à cette époque où tu étais en train de chercher un emploi, en audit financier pour ton alternance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement? Hem, alors on va d'abord commencer entre le moment où tu as décidé de postuler chez EY et qu'on t'a fait une proposition d'embauche. Déjà, ça a duré combien de temps? Alors, cela a duré environ 3 mois, peut-être un peu Ah, plus. d'accord. Euh, donc, mais je pense parce je me suis pris beaucoup en avance. Donc, parce que je postulais pour un poste qui débute début janvier et je Mmh. postulais en avril. Donc, j'ai postulé en avril et j'ai reçu l'offre de la part du cabinet en fin juin. Ah oui, donc en fait, tu as postulé en avril, tu as eu l'offre fin juin et c'était pour commencer en janvier d'après? Oui, c'était pour commencer en janvier, voilà. Ah oui, donc en fait, il faut toujours candidater, 1 an à l'avance, c'est ça? Je sais pas, je saurais pas te dire, mais en tout cas, si on postule spontanément, vaut mieux se prendre à l'avance, ça c'est clair. Après, le cabinet, il postule des offres d'emploi. Donc, si on répond à une offre, euh, si tant que la deadline n'est pas dépassée, je pense on peut postuler. D'accord, parce qu'on sait que la saison d'audit, elle commence en janvier, donc il y a beaucoup de besoins dès janvier. Donc est-ce que c'est peut-être le moment où il faut candidater, c'est-à-dire 8 mois avant que ça commence en janvier? Peut-être que c'est mieux de candidater comme toi en avril. Euh, je pense si on s'y prend tôt, on n'est pas perdant. Après, si on est un peu euh, précipité, c'est pas non plus très grave. Je pense comme les besoins, euh, comme il y a des besoins, je pense si le profil intéresse, les cabinets vont pas hésiter à appeler le candidat à un process de recrutement. D'accord. Alors maintenant, on va en revenir maintenant sur ta recherche de candidature. Donc là, Oui, bien c'est sûr. le moment où tu t'es dit, voilà, je vais postuler, j'ai envie de postuler en audit financier. Donc, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'as postulé vraiment à tous les Big Four? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ce que tu as fait derrière ton ordi pour candidater? Ou bien tu allé réseauter, tu allé à des événements, voilà, comment tu t'y es pris Alors, dans ta recherche? comme j'ai déjà mentionné, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui travaillaient dans les cabinets, pas que chez EY, dans beaucoup de cabinets d'audit externe. Et donc, j'ai notamment utilisé LinkedIn et j'ai réseauté comme ça, networké via LinkedIn pour demander d'avoir un appel et puis d'en parler de leur métier, du cabinet, pour découvrir au mieux bah, leur ressenti et puis ce que c'était le métier, et leur quotidien, etc. Donc j'ai postulé uniquement chez EY
et j'ai été pris. Donc je suis pas allé chercher ailleurs en fait. Donc j'ai fait qu'une candidature Ah, et j'ai reçu l'offre. Donc j'ai pas les reculs nécessaires ni l'expérience d'avoir postulé dans beaucoup d'endroits et être d'accord, dans beaucoup de process. d'accord. Donc en fait, du coup, tu as commencé quand même à networker un peu sur LinkedIn, c'est ça? C'est-à-dire Oui, tu as oui, c'est-à-dire on oui? peut taper l'entreprise qui nous intéresse, par exemple. Ce que je faisais, je tapais par exemple EY ou PwC. Puis il y a une case personne sur LinkedIn et puis dans cette case-là, on peut voir toutes les personnes qui ont mis cet établissement dans leur expérience professionnelle. On voit leur poste et puis Mmh. on peut toujours leur envoyer une invitation avec une petite note. Et bon, après, le taux de conversion, il est pas grand, mais Mmh. si on envoie beaucoup de personnes, il y en a certains qui répondent. Donc Et tu as je eu re- beaucoup d'appels du coup quand même? Tu as eu des appels de personnes de Je chez dirais EY? le taux de conversion des personnes, c'est entre 10 et 20% qui répondent. Oui, ben oui. Oui, Mmh, mmh. donc mais j'ai quand même pu échanger avec beaucoup d'opérationnels dans des différentes boutiques. J'ai D'accord, parlé OK. à des gens de chez EY, chez KPMG, chez PwC, chez Mazars aussi, j'ai parlé avec des gens de chez Mazars. Pour une petite anecdote, il m'est arrivé d'avoir pris un Blablacar et c'était un auditeur de chez EY de Belgique Mmh. qui était le conducteur du Blablacar. Donc après, C'est ça pas peut lui être qui a fait aussi un passer aléa de la vie. c'est pas lui qui a fait passer ton CV? Non, pas du tout, pas du tout. Lui, OK, il est en c'était Belgique. Il est en Belgique, donc et tu avais déjà ton offre, non? non, pas Tu du avais tout. déjà ton C'était la première personne d'ailleurs à qui j'ai pu échanger et qui travaillait dans un cabinet des Big Four. d'accord. Ça peut être sympa comme concept d'aller en Blablacar avec quelqu'un qui fait le métier que tu veux faire aussi, tu vois? Ça peut être pas mal. Ouais, moi, bon, après moi, c'était vraiment un coup de chance, donc Mmh. je sais pas, il y a cette fonction-là chez Blablacar pour screener les conducteurs en fonction de leur métier, mais c'était juste une petite anecdote comme ça. Mais Et c'était du coup, ça veut sympathique. dire, bah oui, Oui. j'imagine, c'est toujours plus sympathique de discuter avec des gens. Voilà, au moins, tu as pu apprendre aussi plein de choses. Mais du coup, alors, tu as dit que tu avais fait une candidature spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offre d'emploi pour l'audit chez EY. Tu as juste envoyé ton CV en candidature spontanée. Oui, alors quand je m'apprêtais à envoyer ma candidature, je suis allé voir le site internet. Donc sur le site, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore d'offres qui débutaient à partir de janvier. Donc D'accord, euh, donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail avec mon CV. d'accord. Alors, maintenant, quand tu l'as envoyé, au bout de combien de temps tu as eu un appel? Euh, Au bout de combien de temps? Je crois que je sais pas combien de temps est passé entre mon envoi du CV et la notification pour la convocation à la session de recrutement. Mais il me semble que c'était entre 3 semaines et 5 semaines, je dirais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, tu avais Ouais. envoyé en avril, c'est ça? J'ai envoyé début avril, je crois, et on m'a appelé à une session de recrutement fin avril. Donc j'ai eu Ah oui, une semaine entre le mail des notifications avec la date de convocation et, en fait le jour de la session de recrutement du premier tour. d'accord. Et c'est-à-dire que quand on t'a appelé pendant cette période-là, tu m'as dit que tu avais passé aucun autre entretien. Non, C'est-à-dire que non, non. t'attendais la C'était réponse quand même. c'était le premier. Si tu veux sur iOS, c'était le premier où j'ai postulé. Donc voilà, je savais que j'avais de l'avance. À l'époque, j'ai pas envoyé 10 000 candidatures, non, non. C'était, j'ai envoyé, Ouais. j'attendais ce que ça donne pour voir. Et comme j'ai eu assez rapidement le retour, et je suis rentré en process. Donc voilà, après je me suis focalisé sur le process. Alors, bah justement, on va en venir. Donc là, du coup, super, tu as eu l'appel, EY t'a appelé, tu devais être très content, mais stressé, hein, j'imagine.
Du coup, quand on t'a appelé, tu avais combien de temps pour préparer ton entretien? Alors, comme j'ai mentionné, entre le mail de la convocation et la date de la session de recrutement, il y avait une semaine. Ah oui. Euh, Après, je suis d'avis que un entretien, il se prépare en avance. Donc, pour moi, quand on envoie notre CV, on doit être déjà quand même assez bien préparé pour l'entretien. Au cas où, Ah justement, oui. si on nous appelle, faut pas qu'on découvre ce que c'est en une semaine. Et je Bah pense que alors justement, c'est pas très mmh. judicieux de candidater là où on sait pas trop où on va. Bah alors justement, c'est intéressant ça. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu avais envoyé ta candidature, qu'est-ce que tu faisais comme préparation pour te préparer quand même à un futur entretien? Oui, alors ce que j'ai fait beaucoup, c'est que j'ai échangé avec des personnes qui travaillaient dans le cabinet grâce au networking et je leur posais mes questions. Euh, donc c'était des questions, par exemple, comment se déroule une mission de l'audit? Comment est constituée l'équipe dans un cabinet? Leur quotidien, les tâches qu'ils font, par exemple, à leur quotidien. Et j'ai posé vraiment toutes les questions à ces personnes-là. Après, je suis allé aussi sur Internet pour rechercher l'information par moi-même. Il y a beaucoup d'articles qui en parlent, donc l'information, on peut la trouver. Donc c'est pas, c'est ça relativement simple à trouver l'information. Si tu veux, on pourra s'attarder après sur la partie un peu ce qu'il faut savoir, à mon avis, un peu après, ou si tu veux, je peux en parler maintenant. C'est comme tu préfères. Bah en fait, ça, la partie ce qu'il faut savoir, oui, on va en parler après, mais moi, ce qui m'intéresse, là, on est toujours un peu avant l'entretien. Quand tu t'es préparé, tu as dit que toi, pendant ce mois-ci, tu as quand même réseauté. C'est-à-dire, tu contactais des gens sur LinkedIn, tu leur demandais, parlez-moi de votre métier, tu essayais de te Oui, renseigner à fond, c'est ça? je faisais Ouais. ça un peu, pas dans tout le long. Pas dans tout le long de depuis que j'ai eu l'idée que je vais faire ça. Donc je faisais ça au fur et à mesure, un peu quand j'ai trouvé le temps. Parce que c'est assez long, donc il faut se prendre à l'avance, parce qu'on envoie une invitation à la personne elle peut répondre directement ou elle peut répondre dans 3 4 semaines. Donc vaut mieux anticiper ça et euh, et après voilà. Mais rien n'empêche de chercher l'information sur Internet pour se préparer. Ouais. Donc je Alors pense. maintenant, oui, bien sûr. Oui. Pardon, tu disais quelque chose peut-être? Non, 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 OK. Bah, je alors t'en prie. justement, on va en venir à ton autre point parce que ça, c'était intéressant. Maintenant, parle-moi de cette préparation. Du coup, ça a duré une semaine. Tu m'as dit justement, je vais parler des points importants à préparer. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine pour être préparé au mieux? Bah, j'ai surtout revu en fait toutes les notes que je prenais lors des différents appels et les petites fiches que je me suis fait. Donc j'ai surtout fait de la révision D'accord, de l'information que j'ai déjà pu collecter grâce au networking et grâce à mes recherches sur Internet. d'accord. Et c'était quoi les éléments clés justement, les points clés que tu as Mmh, préparés, ce dont tu mentionnais le tout à l'heure? point clé, alors le point clé, ça peut être par exemple, quel est, mmh, qu'est-ce qu'est l'audit et quel est son objectif? Donc, par exemple, les fondamentaux, de l'audit, après, à quoi il sert, quelles entreprises se font auditer, heu, par exemple, sur quel par quels critères on dit qu'une entreprise doit se soumettre à l'audit légal et ça et par exemple, quels sont les différents types de l'audit? Savoir la différence entre l'audit légal et l'audit contractuel. Mhm, Heu Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Savoir, par exemple, les référentiels de l'audit. mhm, Heu, Connaître les différentes phases, du déroulement de la mission. Par exemple, on peut nous poser la question, comment se déroule, une mission en audit? Combien il y a de phases dans la mission d'audit? Donc connaître la phase de planification, la phase intérimaire, hem, la phase, de l'audit de comptes, finaux et la phase de l'émission des rapports, par exemple.
et connaître aussi enfin, je vais dire, connaître le vocabulaire un peu technique. Donc, connaître quelques définitions. Qu'est-ce qu'est une balance générale, une balance auxiliaire, une balance âgée. Qu'est-ce qu'un grand livre comptable, le FEC, fichier des écritures comptables, le journal d'achat, de vente, de banque. Euh, c'est important aussi de connaître quels sont les cinq grands états financiers, euh, savoir la différence entre le compte de résultat et le bilan, connaître la classification des comptes, euh, et oui, c'est ça, je dirais que c'est ça, par exemple. Et savoir comment les différents états financiers, quels sont les liens entre, par exemple, le bilan et le compte des résultats. Ah oui. Et quels sont les liens entre le compte des résultats et le tableau de flux de trésorerie, et avec le Mhm. bilan également. Voilà. Si tu veux, je peux développer un peu plus en détail, par exemple. Tu peux, oui, bien Oui, sûr. par exemple, commençons par l'audit et son objectif. Donc, l'audit, pour l'instant, laissons de côté la différence entre l'audit légal et contractuel, mais l'audit légal est défini par la loi. Donc, c'est un métier qui est assuré par un commissaire aux comptes. C'est la personne qui signe les comptes de l'entreprise et qui signe le rapport de l'audit. Donc, cette personne-là engage sa responsabilité civile, euh, et donc elle peut encourir des conséquences si jamais il y a des sanctions. C'est un métier qui est supervisé par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, qu'on appelle H3C, qui est responsable de l'adoption des règles relatives à la déontologie des commissaires aux comptes. Il est aussi responsable, il diligente les enquêtes et prononce des sanctions en cas de litige ou de scandale. Donc, comme c'est un métier normé et défini par la loi, il existe certaines règles auxquelles sont soumis les auditeurs et le commissaire aux comptes. Ces règles sont faites par deux acteurs. Par exemple, le premier, c'est le Conseil national des commissaires aux comptes. Il élabore des normes d'exercice professionnel, ce qu'on appelle le NEP. Il est aussi responsable du code des déontologies du commissaire aux comptes. Le deuxième organe, c'est l'autorité des normes comptables, et ils sont responsables de l'élaboration des normes comptables françaises. Donc, c'est un métier qui est soumis à un code strict. Il est important que les normes comptables et de déontologie soient euh, respectées par les auditeurs. Donc, par exemple, concernant les objectifs de l'audit, donc l'audit financier a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la validation de l'information financière communiquée par le client aux auditeurs. Euh, Voir que le client respecte les règles et les principes comptables, et confirmer aux parties prenantes, par exemple les investisseurs, euh, l'image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation financière, ainsi que le résultat de l'entreprise. Ça, c'est ce qui concerne les objectifs de l'audit. Donc, l'auditeur, il, euh, il mène ses actions avec certains principes. euh, Et la comptabilité, il y a des grands principes en comptabilité que l'auditeur doit vérifier. C'est le principe de prudence, le principe d'indépendance des exercices, le principe de la permanence des méthodes, c'est-à-dire quand l'entreprise elle fait un choix d'utiliser une méthode ou une autre de dépréciation, ce choix, il est permanent, et il faut qu'il soit respecté d'une année à une autre. Si l'entreprise, par exemple, elle amortit ses immobilisations de manière linéaire, et elle a pris ce choix-là à ses débuts, il faut que ce choix-là soit respecté. L'entreprise ne peut pas simplement basculer d'une méthode à une autre très rapidement. Donc, il y a également le principe des coûts historiques. Il y a également d'autres principes, mais les quatre que je viens de citer, ils sont vraiment les plus importants. Donc, après, l'auditeur, il suit une méthodologie et il a un comportement précis.
La méthodologie, c'est vérifier ce qu'on appelle les assertions, c'est-à-dire par exemple l'existence, les droits et obligations, vérifier le bon rattachement au bon exercice, vérifier l'exhaustivité dans le cadre par exemple des stocks. Un auditeur doit agir avec intégrité, l'impartialité, l'indépendance et avoir un regard sceptique, euh, donc ce qu'on appelle un jugement professionnel. Pour Mm. réaliser l'audit, il existe plusieurs dispositifs. Tout d'abord, le client auprès duquel un auditeur intervient a déjà des dispositifs afin comment ça s'appelle, contrôler de manière interne ce qui se passe dans la comptabilité et dans l'entreprise, c'est-à-dire l'audit interne qu'on en a parlé. Donc ça, c'est un Oui. des dispositifs du client et Mm. ça peut être également le département de conformité au sein du client. Et bien sûr, il y a un dispositif, les cabinets des experts comptables, euh, pardon, les cabinets de l'audit externe, et ça peut être les équipes IT, les fiscalistes, etc., et d'autres équipes mis à la disposition du client pour valider, pour faire l'audit. Donc ensuite, pour ce qui est quelles entreprises se font auditer, donc, le commissaire aux comptes est désigné pour réaliser les audits et il y a deux types de désignations. Il y a les désignations obligatoires, c'est-à-dire pour les entreprises qui ont des comptes consolidés. Donc, toutes les entreprises qui ont des comptes consolidés sont dans l'obligation légale de se faire auditer. Ça peut être également toutes les entreprises euh, société anonyme, SNC, SARL, présentant deux de trois critères, c'est-à-dire le total du bilan supérieur à 4 millions d'euros, le chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros, ou plus de 50 salariés au cours de l'exercice. Et pour les critères de désignation facultatifs, ça peut être selon les besoins du client. Donc, dans le cadre d'une transaction souvent, ou d'une opération financière, le client, ou même s'il a un client juste, il a envie de savoir ce qui se passe, euh, comment améliorer quelque chose, un process de contrôle interne, ou savoir avoir une image ou savoir ce qui se passe dans une entité en particulier. Donc ça peut Alors ça, être c'était des points vraiment que tu avais préparés pour ton entretien, c'est ça? Tous ces points-là, euh, tu savais déjà avant d'aller en entretien. Non, pas pour les critères, par exemple, de désignation, mais je savais que une entreprise cotée en bourse, par exemple, elle est obligée de se faire auditer. Ça, je le savais. Je D'accord. savais que je connaissais la différence entre l'audit légal et contractuel, c'est dont je voulais en parler. Par exemple, l'audit légal, c'est de l'audit réalisé par le commissaire aux comptes et qui répond aux règles définies par la loi. Comme j'ai cité, par exemple, dès que deux de trois seuils sont dépassés, l'entreprise est légalement obligée de se faire auditer ou quand l'entreprise possède des comptes consolidés. Mais on peut aussi avoir de l'audit contractuel s'il s'agit d'un audit réalisé notamment dans le cadre des transactions. L'objectif de cet audit est d'apporter une vision globale de la société. Ces audits ne sont pas que réservés aux équipes d'auditeurs. Ça peut être aussi les équipes de transaction services qui le font dans le cadre Oui. d'opérations M&A. Il y a Ok. aussi d'autres types d'audits qui sont réalisés, par exemple, vérifier l'application des normes comptables IFRS. Voilà. Mhm. Après, Et euh, mm. oui, dis-moi. Non, vas-y, je t'écoute. Après, il y a différentes référentiels d'audit. Il y a les comptes sociaux, c'est les comptes individuels des sociétés, et puis il y a les Les comptes comptes consolidés. consolidés. C'est Ouais. alors qu'est-ce qu'un compte consolidé et quelle entreprise les possède? Alors, tout d'abord, c'est une entreprise qui fait le choix de consolider ses comptes et il y a toujours les entreprises qui sont cotées ou non et qui présentent deux de ces trois seuils qui sont dépassés, c'est-à-dire un chiffre d'affaires supérieur à 24 millions, le bilan qui est supérieur à 48 millions et qui ont plus de 250 salariés. Donc ensuite, les D'accord. comptes consolidés, ils peuvent être
retraité en IFRS ou selon les normes françaises. Et du coup, là, c'est très clair vraiment pour tous ces points techniques parce que on voit quand même qu'il faut quand même connaître certaines choses avant de passer l'entretien. Mais maintenant, si on passe plutôt à des arguments qui sont propres à toi. Parce que j'imagine que là, quand tu as préparé ton entretien, tu as préparé une partie technique, mais tu as préparé aussi d'autres éléments pour convaincre les recruteurs. C'était quels éléments clés, arguments clés qui sont propres à toi que tu as mis en avant pendant l'entretien? Oui, alors, heu, moi, je peux pas vraiment dire que j'avais des arguments clés pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Je me suis surtout préparé en apprenant les notions d'audit, comment se déroule la mission, comment est constituée l'équipe, heu, les différentes phases d'audit, la base des comptabilités aussi. Mais, en ce qui me concerne, je faisais, heu, je mettais l'accent sur, le fait que je suis motivé à apprendre et à mettre toute ma bonne volonté, au sein du cabinet pour, le bien du cabinet ainsi que les équipes auprès desquelles j'allais intervenir, avec lesquelles plutôt j'allais intervenir et Ok. bon voilà, Mm. après je mettais aussi en avant le fait que j'ai eu une expérience, hem, un peu internationale. C'est-à-dire, j'ai parlé plusieurs langues, je suis né en Russie, donc j'ai joué aussi ce point-là. Mais si, juste on peut s'attarder sur le dernier point, un peu technique, concernant les phases de l'audit. Donc il y en a 4. C'est la phase de planification durant laquelle on accepte le mandat, on prend la connaissance de l'environnement de l'entreprise, on détermine des risques associés à chaque, section d'audit, c'est-à-dire, le cycle fournisseur, le cycle client et cetera. Donc ça dure entre juillet et octobre, un peu grossièrement. Après, il y a la phase intérimaire qui dure entre octobre à décembre. Là, on est en plein dedans. Il s'agit d'évaluer le contrôle interne avec différents tests. Et aussi, l'équipe du cabinet externe, elle met en place une stratégie d'audit pour savoir ce qu'on va auditer, sur quoi on va mettre l'accent lors de l'intervention finale. Donc la troisième phase, c'est l'audit des comptes finaux, heu, qui sert à auditer, vraiment les choses qu'on a repérées, à la phase intérimaire et à forger l'opinion d'audit. Donc cette phase-là, c'est entre décembre à mars et c'est, souvent cette phase-là qu'on dit le pic, la saison en audit. C'est là où les auditeurs travaillent, beaucoup. Après il y a D'accord. la dernière phase, c'est la phase d'émission des rapports. Donc, on pointe, des états financiers, on, fait l'émission des différents rapports et on suit aussi les événements postérieurs à la clôture, annuelle. Donc ça, c'est de mars à juin. Voilà. Ok. Ok, je suis très très claire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions parce que c'est très important de les connaître, surtout aussi avant de passer un entretien en audit. Maintenant, Ah on bien va sûr. passer à la dernière phase, donc le déroulement de ton entretien. Donc vraiment là, c'est vraiment de connaître ton expérience. Hein, EY t'a Oui, bien appelé, sûr. tu avais ton entretien une semaine après. Donc est-ce qu'on t'a prévenu par mail, on t'a dit que tu avais un tour, deux tours d'entretien? Est-ce que tu le savais avant? C'était ce que c'était? Alors, j'ai eu 3 tours, d'entretien, lors de mon D'accord. processus, de recrutement, heu et il me semble aussi que j'ai passé des tests de logique et Oui, heu et ça des, c'est connu, ça. des soft skills un peu. Je crois que c'était, avant qu'on m'appelle pour une session du 1er entretien. Heu, alors lors du premier entretien, je savais pas d'avance que j'allais en avoir 3. Ah oui, Heu tu pensais que c'était un seul. En fait, Non, du coup, ça veut non, dire moi que avant, j'avais pas, j'avais aucune idée à vrai dire. Donc ouais, enfin je savais que comme j'ai parlé avec pas mal de gens, je savais que d'habitude ça se passe en deux trois entretiens. Mais d'accord. Mais du coup, ça veut c'était pas dire, explicitement marqué dans la convocation que vous êtes, au ouais. premier tour sur 3. Donc, ça veut dire Donc qu'avant ton entretien, tu as fait des tests logiques chez toi, c'est ça? Et le test de ouais, c'est des personnalité? tests qu'on fait en ligne, qu'on fait en ligne. Oui, Après, il faut savoir que moi, dans mon cas, comme c'était le premier confinement et toute l'histoire, j'ai passé
tout le process, il était exceptionnellement en ligne. Donc j'ai tout D'accord. passé en ligne. D'habitude, je sais que les sessions de recrutement, ils se passent au bureau d'EY à Paris ou en fonction Oui. de parce que moi j'ai postulé à Paris, donc le processus, il peut être, différent si on postule en région. Et du coup, comment tu t'es préparé au test logique? Tu es allé comme ça ou tu t'es Ah préparé oui, comme je en suis avant? allé comme ça, je suis allé comme ça, j'ai pas fait je me suis pas préparé. Ouais, le test de personnalité, bien sûr, il faut pas se préparer au test de personnalité. Ça, c'est évident. Ouais, non. Ok. Et du coup, alors, maintenant, raconte-nous ton premier tour d'entretien. Comment c'était? Tu m'as Oui. dit que c'était en ligne, c'était forcément le Covid. Donc, tu as eu 3 tours d'entretien en un, c'est ça? Non, comment ça 3 tours, d'entretien C'est-à-dire, d'un an? c'est- c'est-à-dire, J'ai pas compris, c'est-à-dire pardon. pendant ton premier tour d'entretien, tu as eu Mmh. 3 entretiens, en fait. Non, 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 pas du tout. Ah, C'était un entretien. Après, j'attendais une réponse. Deuxième entretien, j'attendais une réponse. d'accord. Troisième entretien, et j'attendais une réponse. Et après, j'ai eu l'offre. D'accord. Ben alors, on va rester sur le premier entretien. Est-ce que tu Ok. peux me raconter justement Oui. ce premier tour d'entretien? Quelles sont les questions qu'on t'a posées? Comment tu t'es senti? Voilà. Ok. Donc le premier entretien, on va dire, c'est un entretien de motivation avec les ressources humaines. C'est des questions fit, je dirais. Euh, Pourquoi le cabinet? Pourquoi le métier d'audit? Pourquoi vous? Euh, Bien. je pense il est important de répondre à en fait voilà, pour les questions fit. En fait, il faut rencontrer ces expériences qui démontrent que euh, c'est que les recruteurs cherchent dans le profil qu'ils postulent. Et pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode STAR. Pour ceux qui connaissent pas, je les invite à se renseigner sur Internet. Mais pour faire bref, STAR, c'est un acronyme euh, chaque lettre veut dire quelque chose. Donc le S, c'est situation, c'est-à-dire pour chaque chose qu'on décrit, pour chaque expérience qu'on illustre devant le recruteur. Donc, tout d'abord, on pose la description du contexte qui permet de donner une vision globale à l'interlocuteur. Ensuite, on décrit la tâche pour désigner la mission et l'objectif qui était à atteindre. Ensuite, action, qui correspond à l'ensemble des actions que vous étiez amené à mener pour réussir la tâche. Et ensuite, il faut synthétiser le tout avec le résultat qui permet de souligner le bilan et les effets de vos actions. Faut, il est appréciable toujours de mentionner les chiffres, appuyer ces exemples avec des chiffres. Voilà. Alors, justement, alors quand tu as passé cet entretien de motivation, est-ce que quand t'es sorti de l'entretien, tu étais sûr de le réussir? Est-ce que tu étais confiant? Euh, je sais pas, j'avais pas une, comment dire, assurance absolue que je Ouais, passe. Non, il y a toujours, c'est, tu sais, c'est, comment dire, cette partie de l'inconnu. Donc, on est toujours ouais. hésitant, on ne sait pas si on passe ou on passe pas. Donc, ça dure, ces petits moments tant qu'on n'a pas une réponse positive ou négative. Et du coup, là, j'imagine que pendant cet entretien, tu as misé sur tes forces, que ce dont tu nous as parlé, que tu es international, que tu t'étais bien renseigné sur le Après, métier de l'audit aussi. oui, après, on peut toujours nous poser, par exemple, la question, quels sont vos défauts? Mais, euh, en fait, à chaque fois, même quand on parle de nos défauts, faut essayer de démontrer en quoi comment dire, la conscience qu'on a de nos défauts euh, nous permet d'en tirer les leçons et, euh, et les, et les corriger et se perfectionner. Je dirais ça D'accord. comme ça. Donc, et là, j'imagine, voilà, pendant cet entretien, tes forces, t'avais préparé tes arguments. On a dû te poser la question sur ce que tu sais de l'audit, hein, j'imagine aussi, non? Pas trop dans le premier entretien, c'était plutôt Ah, le deuxième. Le premier entretien, j'ai d'accord. surtout parlé de ma motivation et un peu mes expériences associatives. Pardon. D'accord.
Alors maintenant, quand tu as fini du coup, donc ça c'était l'entretien classique, hein, c'est vraiment pour connaître tes motivations, savoir qui tu es, parler de tes expériences et de ton projet professionnel. Et du coup, quand t'es sorti de ce premier tour, ça a duré combien de temps pour qu'on t'appelle pour ton second tour d'entretien? Je sais plus exactement, mais je pense qu'environ un mois après, j'ai reçu un mail pour dire que vous avez passé les premiers tours. On va vous envoyer prochainement une invitation pour le second. Ah oui, un mois après quand même, c'est beaucoup. Donc entre-temps, j'imagine tu postulais, tu te disais oui, j'ai pas été pris en fait. Bah, il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Après, moi, D'accord. j'y pensais pas trop. Mais après, c'est Tu as vrai que relancé? non, j'ai pas relancé, mais j'y pensais pas trop au début. Mais après, c'est vrai que quand on s'approche plus des 3 semaines, un mois, on se pose des questions si on est retenu ou on n'est pas retenu. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit dans ce mail quand ils t'ont invité pour le deuxième tour d'entretien? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, je t'avoue que ces mails, depuis que je l'ai lu, je l'ai plus jamais relu. Donc je sais plus ce qu'ils Ouais, ont dit, mais mais je pense que c'était quelque chose de classique. Félicitations d'avoir passé, d'être retenu suite au premier tour, et on va vous inviter une telle date ou prochainement une telle date pour un second tour. alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pas le contenu du mail, mais surtout si on t'a dit pour le deuxième tour d'entretien, oui, vous êtes invité pour un deuxième tour, pour un entretien technique, ou bien plutôt toujours de Non, non, mais motivation. c'est jamais précisé en fait. Si c'est à D'accord. caractère fit et technique ou non, c'est ah, même. Il me semble que c'est pas précisé. Donc pour moi c'est. Mais comme j'ai beaucoup parlé, c'est pour ça que j'insiste beaucoup qu'il faut parler aux personnes qui travaillent dans les endroits où on souhaite se diriger pour savoir comment eux ils ont vécu leur processus de recrutement. Et je savais Oui. que le premier c'est un entretien plutôt de motivation et le deuxième, c'est un entretien avec un opérationnel, le plus souvent avec un manager, qui concerne plus la partie technique en fait du métier. C'est là où on va on va chercher à savoir à quel point le candidat connaît l'audit et ses aboutissants et le fonctionnement du cabinet et on va un peu voir dans quelle mesure il connaît la comptabilité. Alors Mais justement, est-ce que tu peux nous raconter cet entretien? Des questions qu'on t'a posées, voilà. oui, alors c'est des questions que j'ai déjà pu évoquer, c'est-à-dire quel est l'objectif de l'audit, quelles sont les phases de l'audit, euh, quel est, quels sont, pardon, les 5 principaux états financiers, donc le bilan, le compte des résultats, les tableaux de flux de trésorerie, l'état des variations des capitaux propres et les annexes à ces états financiers. Donc ça, c'est les 5 principaux états financiers. Donc après, voilà, comment se déroule la mission, un peu les choses que j'ai pu, euh, que j'ai pu évoquer il y a peut-être 10 minutes. Voilà. Mais sans vraiment rentrer dans la comptabilité dure, très technique ou s'imposer, par exemple, si on sait les critères de désignation d'une entreprise qui se soumet à l'audit, c'est très bien, mais je pense pas que c'est une question qu'on pose assez souvent. Voilà. D'accord. Alors, du coup, quand tu as fini cet entretien, donc c'était pas le dernier tour, parce que tu m'as dit qu'il y avait un troisième tour Oui, d'entretien. oui. Donc là, quand tu as fini, donc ça a duré combien de temps cet entretien? Ou je sais pas. Je dirais euh, entre 30 minutes et 1 heure, je dirais. Ça dure. D'accord. Et quand tu es parti, Mais du c'était coup, oui, par Teams, donc j'imagine quand c'est des sessions de recrutement en présentiel, ça dure un peu plus, je pense. Par d'accord. exemple, Oui, les tests que j'ai passés en distanciel, je crois qu'on les passe lors d'un entretien. On les rédige à l'entretien même. oui, effectivement, parce que j'avais passé moi aussi un entretien à l'époque. C'est vrai qu'on fait tout sur place, hein. Ouais. Je me rappelle même qu'à l'époque, nous, on nous faisait des tests en anglais. T'as pas eu de tests en anglais? Non, mais par contre, mon anglais a été testé aux entretiens. Donc j'ai eu des petites parties de l'entretien en anglais. Donc on me posait C'était les questions en anglais. au C'était deuxième tour? euh,
Des mémoires, c'était, je peux pas être, je suis pas certain pour le premier, mais pour le deuxième et le troisième, c'était en anglais, une partie en anglais. Une partie en anglais. Mais c'était plutôt de raconter ton expérience ou de parler de l'audit en Ah, mais anglais? c'était juste dans le cadre de la conversation. Dans le cadre de la D'accord. conversation, de savoir si on maîtrise, si on se fait comprendre, si on comprend en anglais. Comme on est amené Ah, à mmh, parler et à interagir avec des gens un peu partout. Ça peut être aussi des clients ou des équipes EY dans d'autres pays. Enfin, surtout dans les Big Four, je pense, c'est, il s'assure que le candidat maîtrise l'anglais, comme il est amené à parler à des gens qui ne pratiquent pas forcément la langue française. bien sûr. Alors, du coup, quand tu as fini ce deuxième tour, ça a mis combien de temps pour qu'on t'appelle pour le dernier tour? Ah bah ça, je sais pas. Par contre, ça, je peux pas te répondre. Mais c'était assez rapide. Je Ça a été pense assez deux rapide. semaines. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et du coup, quand on t'a appelé, donc c'était un dernier tour, j'imagine. En général, c'est comme ça en audit, c'est avec le manager, du coup, j'imagine. Euh, C'était le deuxième avec le manager. Le troisième, c'était un appel avec un associé. Et Voilà, effectivement. voilà. C'était comme ça pour moi aussi quand je travaillais en audit. Et du coup, alors, pour ce dernier tour, est-ce que tu peux me raconter un peu les questions qu'on t'a posées, comment Oui, ça s'est bien passé, du coup? oui, ça s'est bien passé. Ouais, comme on peut le voir. Et je pense, ouais, c'était les questions. C'était juste une conversation avec l'associé. Il cherchait à savoir qui je suis, euh, ma motivation, pourquoi ce cabinet et pas un autre. C'est voilà. Il y avait pas des choses techniques, hein, pas à ma Mmh. mémoire. Mais je tiens à préciser, comme j'ai postulé pour un poste d'alternant, il se peut que les attentes quand on postule un CDI, ils sont différentes. Donc moi, Bien sûr. j'avais un profil vraiment junior sans expérience, sans stage. On m'attendait pas de moi non plus que je maîtrise des choses exceptionnelles. Oui, bien sûr. Mais du coup, là, après, donc cet entretien, ça a été rapide plutôt, 30 minutes, j'imagine? Ouais, non, ouais, même pas. C'était Même même pas pas. 30 minutes. D'accord. Ok. Et après, tu as eu la réponse au bout de combien de temps? Après l'appel d'associé, je sais plus. Je sais plus, mais comme j'ai dit, je pense il s'est écoulé un bon mois D'accord. entre son appel et le mail avec l'offre. Parce que la nouvelle que j'ai eue, c'était un mail avec une offre d'embauche. D'accord. Alors là, franchement, c'était un long process, hein, et on voit comment c'est laborieux quand même tout ce process. Et du coup, maintenant, si tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui a fait que, enfin, est-ce que tu penses que tu as fait quelque chose en plus pendant ces entretiens? Après, je sais que tu nous as expliqué, tu parles très bien anglais, tu es quadrilingue, t'as une bonne formation, mais justement, qu'est-ce qui a fait aussi que pendant ces entretiens, tu as été plus convaincant que les autres? Est-ce que tu le sais ou pas? Euh, je pense que j'ai un profil atypique. J'ai une très bonne école sur mon CV et j'ai pu répondre à la majorité des questions posées. J'ai pas répondu à toutes les questions, bien sûr, mais j'ai su répondre quand même à la plupart. Donc, D'accord. j'ai été, j'ai été aussi clair et synthétique dans mes explications. Après, bon, bien sûr, j'étais un peu stressé à chaque entretien, mais je pense que c'est normal quand on n'a pas, comme c'était le premier process de recrutement que je faisais de ma vie. Ah ben oui. Et si tu reviens maintenant, qu'est-ce que tu aurais amélioré, tu penses, dans tes entretiens? Est-ce qu'il y avait des Euh, choses que tu aurais pu améliorer? oui, la technique, bien sûr, parce qu'on peut toujours faire mieux, c'est-à-dire être plus au point sur les questions techniques, sur la comptabilité et sur l'audit en général. D'accord. Alors maintenant, il y a des personnes qui nous regardent et il y a Oui, des bien sûr. personnes qui passent probablement, hein, des entretiens en Big Four. Donc selon toi, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner justement pour qu'ils réussissent cet entretien? Je pense qu'il faut montrer pourquoi on veut travailler dans le cabinet en particulier et appuyer son raisonnement avec un peu de données et montrer pourquoi, avec les atouts qu'on possède, nous,
on se différencie on va dire un peu la foule. Voilà. Ouais. Donc c'est essayer euh, de mettre son profil en avant sans non plus faire quelqu'un qui veut qui se met sur le podium. Ouais. Alors par contre, ça c'est un point très intéressant parce que moi souvent on me l'a dit hein, et c'est une question qui est difficile. Parfois on te pose cette question dans les Big Four et c'est sûr qu'on te l'a posée. Pourquoi EY et pas PwC? Ou bien pourquoi PwC et pas un autre? Comment tu peux faire la distinction entre ces Big Four? Comment tu peux répondre à cette question? Bah, tout d'abord, on peut s'intéresser, par exemple, si on postule en France, euh, comment le marché de l'activité d'audit est partagé entre ces acteurs du Big Four. Peut-être un cabinet possède un mandat sur une entreprise qui nous intéresse particulièrement ou qui est présent beaucoup plus dans un secteur qu'un autre. Ça peut être aussi le caractère international du cabinet. Est-ce qu'il est peut-être il y a des cabinets qui sont plus ou moins implémentés dans des régions différentes de la planète. Ça peut être aussi des bons retours qu'on a eu avec des personnes avec qui on a pu échanger qui travaillent dans des différents cabinets. Donc voilà, D'accord. je pense faire l'accent là-dessus. Et c'est toi, Après, justement, tu avais aussi, fait. on peut avoir une préférence personnelle. Ça, personne nous empêche de préférer un cabinet à un autre. Mais Et du coup, toi, faut expliquer logiquement pourquoi. t'avais répondu quoi à cette question, toi? Pourquoi EY et pas un autre? Qu'est-ce que tu avais Alors moi, répondu? c'est parce que j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes là-dessus, sur ces cabinets-là. Je savais que ces cabinets-là, à l'époque où j'ai postulé, détenaient beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de mandats sur les entreprises du CAC 40. C'était un cabinet, c'est un cabinet qui est présent dans beaucoup de pays, je crois plus de 120 pays dans le monde, 128, mais il se peut que je me trompe, à vérifier. Donc toutes ces choses-là euh, faisaient étaient de bons arguments pour moi de rejoindre le cabinet. D'accord. Mais finalement, c'est comme PwC, non? PwC aussi et KPMG aussi, ils sont présents partout. Donc c'est dur de dire vraiment pourquoi EY, surtout quand on a un jeune diplômé, on sait pas, ils Oui, savent pas mais forcément quel secteur. oui, bien sûr. Bah, comme j'ai dit, j'ai eu des très bons retours sur EY de la part des Mm. personnes. J'ai pu parler avec beaucoup de gens de différents cabinets et souvent les gens de chez EY, ils me disaient que ça s'est bien passé, qu'ils ont bien aimé leur expérience. C'était des personnes avec qui j'avais un bon feeling aussi, peut-être un peu plus que chez des personnes d'autres cabinets. Mais D'accord. c'est vrai que c'est une question délicate. Mais faut savoir, en tout cas, pourquoi personnellement on préfère d'aller dans un de ces cabinets. Et je pense qu'il est important de pas mentir parce que ça c'est s'en surtout Bah oui, quand cette question est posée par une personne expérimentée. bien Donc les sûr. choses comme euh, c'est un grand cabinet, ça marcherait pas, c'est sûr. Mais de donner des exemples concrets, ça peut être pas mal. Ok, bah maintenant on va passer à la dernière question Oui. globale. Du coup, alors finalement, du coup, ça fait un an que tu fais ton alternance en audit financier. Est-ce que tu es satisfait de ton expérience et vraiment qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu te sens depuis ce début chez EY depuis un an? Oui, alors je suis très satisfait de mon expérience jusqu'à maintenant. J'apprends beaucoup sur des secteurs variés, sur des entreprises variées. J'ai eu la chance, même si j'ai commencé à travailler pendant la crise de Covid, j'ai eu la chance de me déplacer beaucoup chez des clients, donc j'ai pu aller visiter plein d'endroits finalement. J'ai eu la chance de travailler avec des différentes équipes, donc découvrir des nouvelles personnes, de travailler avec des gens plus ou moins gradés que moi. J'ai énormément appris le côté relationnel parce que
je n'ai jamais travaillé dans une grande entreprise avant, donc c'était délicat d'arriver, et savoir comment s'adresser face aux clients, face à ses collègues. Donc ça, j'ai beaucoup grandi, sur ces côtés-là. Après j'ai appris, quand même, beaucoup et j'ai, comment dire? Perfectionné mes connaissances en comptabilité. Heu j'ai pu voyager aussi pas mal. Dans le cadre de mon alternance, j'ai été amené à me déplacer, à Nantes, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Reims. Heu, Demain, je vais aller, bon, c'est pas très, c'est pas très séduisant, je vais aller à Cergy, mais après-demain, je vais aller près de Lille dans le cadre de mes travaux d'intérim sur l'audit. Donc, j'étais amené d'aller dans des endroits où je ne serais pas allé si je faisais un autre métier, par exemple aller dans des usines. J'étais amené à aller lors de l'inventaire dans une usine qui recycle le verre en fait. Le verre qu'on met dans la poubelle verte, c'est leur produit brut et puis ils transforment ce produit-là et puis ils vendent du calcin. Donc ça, en dehors de mon travail, j'aurais pas mis les pieds dans cette usine-là. Donc on découvre beaucoup, on travaille, beaucoup, on travaille avec des gens différents, c'est parfait, moi j'aime bien jusqu'à maintenant. Oui, bah là, c'est quand tu dois compter, c'est l'inventaire des Ouais, stocks, en c'est ça. fait. C'est en fin L'inventaire d'année. physique, voilà, Ouais, c'est ça, ah oui. c'est ça. Et Et du coup, lors de la mmh, période de l'intérim, on fait beaucoup d'inventaire. Donc, oui. c'est surtout les stagiaires et les profils juniors qui s'en chargent. Donc, comme moi, je suis arrivé en janvier l'année dernière, toute la partie d'intérim a été déjà faite. Donc, je suis arrivé en début de saison, donc pour l'audit des comptes finaux. Mais là, cette année, j'ai pu avoir l'expérience de l'audit intérim, Et il te d'intérim. reste combien de temps d'alternance là? Et il me reste encore un an. Donc je Un an. vais ouais, mon contrat se termine, le 1er janvier 2023. Et tu sais ce que tu vas faire après ou? Pour l'instant, je réfléchis encore, mais heu, D'accord. mais voilà, il y a d'opportunités comme rester, en audit au sein du cabinet et convertir, mon expérience que j'aurais acquis et développée pendant ces 2 ans d'alternance. Je pourrais également envisager de changer de département. Bon, en fonction des départements, c'est plus ou moins difficile, Ah, tu es mais sectorisé là, non? Tu es sur un bah là, je secteur en suis particulier? oui, je suis dans le secteur également. Il faut savoir que l'audit est sectorisé. Par exemple, moi, je suis un audit de l'industrie et services. Donc, c'est tout ce Ah, qui est boîte euh, des automobiles, industrie lourde, voilà. Ça peut être aussi, mais après malgré ça, j'étais amené à intervenir dans le milieu du divertissement et de l'événementiel malgré le fait que je suis assigné aux industries un peu lourdes. Mais la grande euh, distinction en audit financier, c'est l'audit bancaire et l'audit en industrie et services. Parce que oui. les banques et les compagnies d'assurance, ils n'ont pas la même comptabilité, ils ont un peu des spécificités qui font que si on va à un audit bancaire, dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, après on peut toujours basculer, mais si on reste un peu trop longtemps, le de changer, même s'il y a des cas, ça peut être un peu délicat. Ça nécessitera un travail parce que ce qu'on fait dans le milieu financier, bancaire, c'est pas pareil en industrie. Alors ça, c'est un point très important. Je me permets d'insister sur ça, hein, parce que on n'en avait pas parlé, mais en fait, c'est très important de choisir son secteur. C'est-à-dire que si Oui, tu restes trop longtemps dans le secteur bancaire, après tu veux changer de secteur, c'est un peu compliqué. Mais du coup, Vladimir, est-ce que tu savais, toi, dès le départ, tu savais que c'était ce secteur qui te plaisait et pas la banque? Et comment tu le savais, en fait? oui. Alors, bon, on peut toujours changer de secteur. C'est juste ça, c'est pas trop courant et ça demande Voilà. un peu plus de travail et d'anticipation, je dirais. Mais oui, pour ma part, je savais que je voulais aller en industrie et services parce que je voulais pas aller auditer les banques ou les compagnies d'assurance. Ça me donnait pas trop envie.
J'ai voulu plutôt découvrir des entreprises de l'industrie et des services plutôt que des industries du secteur bancaire ou d'assurance. Et D'accord. souvent, oui, 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 pardon, je t'écoute. oui, souvent aussi, je sais que je crois qu'il y a beaucoup plus de consolidation dans le secteur bancaire qu'il y en a dans dans les industries et des services. Et justement, pendant l'entretien, est-ce que c'est le fait que tu étais intéressé par ce secteur-là qui a fait que tu as été pris? Par exemple, ils t'ont dû te poser la question, pourquoi le secteur industrie et services? Qu'est-ce que tu as dit Bah, à... ils m'ont demandé si j'avais une préférence entre déjà d'une part l'audit en industrie et services et l'audit un peu bancaire assurance. J'ai dit ma préférence et après lors de l'appel au troisième tour, on m'a demandé est-ce que j'ai une préférence au sein des industries et services. Il y a aussi si tu veux quatre paliers où les entreprises du CAC 40 euh, ou pas que, enfin toutes les entreprises qui dont il y a les mandats s'arrangent. Par exemple, ça peut être hôtellerie et le luxe, automobile, énergie et industrie lourde. Ça peut être hôpital, boîte pharmaceutique. D'un côté, ça peut être aussi les startups et les PME à part. Donc ça, D'accord. Alors, mais ça, ça serait présenté, ça c'était présenté lors de notre premier tour. Euh, donc c'est lors de la présentation, parce que le premier tour, il y a la présentation que les RH font sur le cabinet, ah, et après il y a les d'accord. entretiens. Donc lors de cette présentation-là, ça nous donne un peu des clés sur le cabinet et ça nous permet de se situer. Par exemple, moi, je savais plus que je suis plus intéressé par les entreprises qui opèrent dans le secteur énergétique, automobile, plutôt que par exemple les entreprises qui opèrent dans le luxe ou euh, ou dans l'hôtellerie. Voilà. D'accord. Et quel conseil, parce que ça, on n'en a pas parlé, donc désolée, c'était la dernière question, mais là, c'était un point vraiment essentiel. Mais quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent et qui postulent en audit financier en alternance et ils savent pas quel secteur choisir? Tu as peut-être un conseil à leur donner? Oui, bah alors il y a deux chemins, je dirais. Enfin, moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Donc, c'est soit on se renseigne davantage et on fait un choix sur ce qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire, on peut plutôt commencer par savoir ce qui nous intéresse pas du tout comme ça enlever la liste et la faire et la réduire sur des choses, se focaliser sur des choses qui nous intéressent un peu plus que d'autres. Soit on peut se laisser le choix on va dire un peu généraliste, d'essayer de voir un peu de tout, mais il faudra quand même faire le choix entre le secteur bancaire, assurance et industrie et services. Je dirais, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, vaut mieux faire industrie et services parce qu'on voit beaucoup plus d'entreprises. D'accord. On voit beaucoup Ben, plus écoute, alors je sais pas si tu as un mot de la fin à nous dire, mais là le live est terminé. Peut-être un dernier point, un dernier conseil sur tout ce process pour les personnes qui ont peut-être un entretien bientôt en audit financier. Oui. Alors, je pense qu'il faut, il faut être clair, synthétique, précis dans ses explications. Euh, il faut croire en soi parce que Mm, ça c'est très important. Si on pense qu'on n'y arrivera pas et si on croit pas en soi, il y a personne qui va le faire pour nous. mm, Après, je pense aussi c'est important de anticiper. Donc networker avec les gens, se prendre à l'avance dans son networking et dans ses préparations, dans ses révisions et ne pas décourager quand par exemple on envoie des candidatures ou des demandes de connexion et on voit qu'on ne nous répond pas, essayer de relancer, essayer de postuler euh, mm. quand on voit qu'on n'a pas de réponse ailleurs. Si on voit qu'on n'est pas pris euh, en cabinet de Big Four directement, essayer de commencer par un stage ou une première expérience dans un cabinet un peu plus petit. Si notre but c'est de finir dans un Big Four, voilà, essayer de commencer par des choses peut-être plus petites et petit à petit arriver
dans le cabinet renommé de l'audit externe. Euh, voilà, donc ça, je dirais ça comme ça. Être Alors méthodique. la formation, tu penses que c'est un point important pour des personnes qui ont fait des écoles post-bac ou l'université, ils ont des chances de rejoindre EY? Oui, je pense. Oui, je pense que tout le monde peut tenter sa chance. Dans un cabinet de Big D'accord, Four, j'ai j'ai des collègues qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles. Il y a des gens d'accord. qui viennent des facultés, des écoles post-bac. Faut juste euh, faut juste montrer et qu'on est vraiment intéressé et Mm, mm. qu'on a sa place au cabinet. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut pas vraiment, si on n'a pas fait une grande école, se voir comme j'ai pas une grande école, alors c'est mort pour moi. Non, je pense qu'il faut plutôt réfléchir. Euh, ok, j'ai pas peut-être une meilleure expérience, une meilleure école ou un meilleur nom sur mon CV, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon profil plus attirant aux yeux du recruteur? Ça, je pense, c'est la question qu'il faut se poser. À laquelle il faut apporter des éléments clés, enfin des réponses clés, je dirais, qu'on fait apparaître dans le CV. Ben, franchement, merci beaucoup, Vladimir. C'était très clair. Là, pour le coup, vous aurez vraiment toutes les clés pour vous aussi réussir en entretien en audit financier chez un Big Four. Vladimir est très occupé parce que je sais qu'on finit, enfin, en audit financier, on finit en général tard. Donc, merci vraiment d'être venu et d'avoir partagé ton expérience, donné tous tes Pas conseils de aux problème, jeunes diplômés. pas Et de voilà, et problème. merci aussi aux participants aussi parce que ça a été diffusé sur plein de différents réseaux sociaux. Donc voilà, merci et on espère vraiment que ça a aidé un maximum de personnes. Et voilà, un prochain live sera organisé dès l'année prochaine, en début d'année prochaine. D'accord. Bah, merci à toi, Soraya, de m'avoir invité. Ravi Je de t'en pouvoir prie. t'aider. Si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou sur mon LinkedIn euh, et je ferai mon mieux pour vous répondre. Ah bah c'est très gentil. Bah voilà, je pense que tout le monde a entendu ce message. Tu risques d'avoir beaucoup de messages, donc fais attention. Ça Mais sera bon, avec plaisir. Ça sera avec plaisir. ça c'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée Vladimir et bon courage en tout cas pour la fin d'année chez EY et le début de la saison d'audit en Merci, janvier merci, prochain. merci. Bonne Merci soirée à tous. beaucoup. Au Ciao. revoir.